Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir la Manche et son patrimoine. Cette région verdoyante à la beauté naturelle offre aux visiteurs une multitude de spécialités étonnantes. Nous allons tout d'abord parcourir le centre-Manche et nous passionner pour ses histoires de vikings. Nous régaler avec un dessert typiquement normand. Ou nous laisser embarquer dans une partie de pêche originale. Dans le Nord Cotentin, c'est un port de pêche au charme authentique qui nous attend. Mais également un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale inédit. Ou encore, un biscuitier qui cultive un savoir-faire alléchant. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui a créé l'entreprise en 1903. Ça fait 5 générations qu'on fait des petits gâteaux. Le Sud-Manche nous mettra ensuite lui aussi en appétit. Avant de nous dévoiler le joyau de la région, sur le Mont-Saint-Michel ou aux alentours. Là, c'est impressionnant, hein? En fait, tu peux le voir d'en haut du Mont-Saint-Michel. Ce qui est génial, c'est de le voir quand tu es ici. Elle est chaude. Partons tout de suite à la découverte de la Manche, avec ceux qui cultivent et partagent une véritable passion pour cette région accueillante. Notre voyage commence dans le centre-Manche. Une contrée où terre et mer se confondent. C'est ici que Stéphanie, il y a une dizaine d'années, a décidé de poser ses valises. Originaire de Paris, elle est tombée instantanément sous le charme de la nature normande. Allez les filles! Aujourd'hui, elle est éleveuse d'agneaux présalés, une spécialité de la Manche. Son troupeau pâture dans les vastes étendues d'herbes côtières qui poussent en milieu salé. Leur chair, ainsi nourrie, possède une saveur inimitable et très recherchée. C'est tout naturellement sur le littoral qu'elle chérit tant qu'elle nous amène en premier lieu, à Hauteville-sur-Mer, à la rencontre de Jean-Claude, un des nombreux gardiens du patrimoine régional. Salut! Bonjour. Ça va? Ça va? Contente de te voir. Ben oui, ben moi aussi, hein, de même. Bon, ben on y va? Oui, Hein? Allez, je monte si derrière. on veut pas être en retard, ça va aller comme ça? Ouais, si je me tiens, Bon. ça va? Ben là, Je m'accroche. Allez. hop. Jean-Claude pratique une pêche très particulière. Il utilise une pêcherie en bois que sa famille entretient depuis 4 générations. La pêcherie Maillard, comme on l'appelle ici, avec sa forme en V, est un gigantesque piège à poissons lorsque la mer se retire. Alors ça, c'est la haie. Ça s'appelle une haie? Une haie, ça s'appelle. Comme dans un champ? Comme dans un champ. C'est drôle. Pareil. Alors ça va d'une haie à l'autre, et puis il se trouve coincé, puis là, ça fait comme une souricière, quoi. Une Donc- fois qu'il est rentré, il ne peut plus ressortir. Ouais, donc s'il y a une pêche miraculeuse, c'est là-dedans. Oui. Bon, allez, honneur aux dames.
Donc là, suspense, tout est possible. Il y a Ah peut-être plein de poissons ou peut-être C'est bon. pas de poissons. Ah, c'est vachement profond. Ah ben là, oui, il y a un trou là, attention. Hein. Là, je suis dans le trou, Ça d'accord. n'a pas l'air de remeufeu. Hein. Aujourd'hui, Jean-Claude va laisser Stéphanie opérer pour récolter le fruit de la précédente marée. Ça, c'est un poisson? Ok, ok, Ah, ok. il y en a un, oui. Tiens. Une tâche pas aussi facile qu'elle en a l'air. À gauche, hop, à gauche. Ça y est, non? Non, Non? bah non. Là. Alors, face au bénotre. Voilà, tu lèves. Là? Non, là. Non. Tiens, là, hop, loupé. Et heureusement que c'est pas moi qui nous nourris ce soir. Bon, tu vois? Oui, Allez. oui, oui, oui. Non, non, par là. Oh. Oui, 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 oui. Ah, et non, il est beau. Hein? Ouais, il est très beau. Oh, il fait bien à peu près ça. Alors là, c'est pas le moment de le faire tomber, c'est ça? Allez, ma cocotte. Splotch. Ce fut une belle bataille entre la femme et le poisson. Au final, Stéphanie va prélever 2 barres de bonne taille dans le bénâtre, ce piège circulaire de 3 mètres de diamètre. La pêcherie de Jean-Claude a connu des jours meilleurs. Ta pêcherie et toi, elle date de quand? Elle date de 1540. Ta pêcherie, cette pêcherie? Cette pêcherie-là, oui. Et c'est cadastré, elle a toujours été là. À cette époque, c'était des cultivateurs. Et ça leur Qui faisait... avait des ça leur- cultures à Oui, l'intérieur à des l'intérieur, terres. qui faisaient du maraîchage. Et ça leur faisait un complément, quoi. D'accord, c'était pas réservé Ah, à non, non. l'usage des pêcheurs, comme Non, on non. pourrait l'imaginer. Non, 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 non. Des fouilles récentes ont trouvé des pêcheries voisines datant du néolithique, un patrimoine spécifique au littoral de la Manche, aujourd'hui menacé d'extinction. Des pêcheries comme celle-là, il n'en existe plus que 3 en France, toutes situées aux alentours d'Hauteville-sur-Mer. Jean-Claude, donc après toi, il y a quelqu'un pour reprendre la pêcherie? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a personne. Il faut être un peu fou pour faire ça. Oui, c'est ce que je vois. Il faut être très courageux. Faut être un peu fou pour ça. Faut faire Faut ça. aimer parce la que- mer, faut voilà, aimer le c'est ça, vent. oui. Et Faut se lever la nuit. Je sais pas ce qui pourrait prendre ça après moi, mais faut y tenir là-dedans. Hein. Ça veut dire qu'après toi, elle potentiellement, si disparaître, personne hein, si- bah oui, ne disparaître. l'entretient, elle Voilà. disparaîtra? Ouais. Avis aux amateurs. Laissons maintenant le littoral pour nous pencher sur des richesses plus terriennes. Stéphanie nous emmène maintenant nous régaler d'une spécialité locale à la ferme de Gérard, agriculteur et éleveur de vaches. Bonjour, Bonjour Stéphanie. tu vas bien? Merci de nous recevoir. Je connais toi, je connais tes produits, mais je ne Ouais. connaissais pas encore l'exploitation. Eh oui, ici principalement c'est les vaches laitières. Vous l'avez sans doute compris, Stéphanie et Gérard vont maintenant nous faire découvrir une recette à base de lait. Un dessert gourmand, propre au terroir normand et très simple à réaliser. Donc pour la recette, là, la turgoule, tous les ingrédients sont là. Il n'y a besoin de rien d'autre. Bah, c'est d'une simplicité extrême, hein. Donc on Ah a bah, j'ai besoin l'impression. de sucre, du riz rond, donc du riz à dessert, et puis du lait des vaches qu'on a été cueillir tout à l'heure. Attention, l'explication de cette recette va aller très vite. On verse en vrac le sucre et le riz. Et maintenant, il ne nous reste que le lait à mettre dans la jatte. Donc voilà, les 4 litres de lait, des vaches bien chauds, parce qu'on l'a fait bouillir forcément. Et voilà, tu vois, tu sens la chaleur hein, tout de suite. Et là, elle est prête à mettre dans le four à pain. Et là, tu ne remues pas, tu laisses comme ça. C'est pas utile, le riz doit rester dans le fond et le sucre va remonter avec la chaleur et ça va caraméliser le lait et c'est ça qui va donner le goût particulier de la turgoule. C'est la recette la plus simple du monde, c'est bien pour les femmes actives. Par contre, après, c'est la durée de cuisson qui est très longue, c'est entre 6 et 7 heures. Dans un four classique, comptez plutôt 5 heures de cuisson. Gérard, lui, utilise un four à pain pour cuire sa turgoule. Il vous la fera volontiers déguster si vous venez visiter sa ferme pédagogique. Et la turgoule, d'où vient le nom? On peut se poser la question. Et en fait, c'est quand on l'a mangée trop chaude, eh ben, ça brûlait. Donc la goule, c'est la bouche. Hein, et qu'on se teurt, ça veut dire se tordre la bouche. Et puis voilà, oh, hein, voilà, on se teurt la Ça, goule. c'est du normand ancien. Ouais, un petit Mais peu. ça a perduré jusqu'à nos jours. Ouais, Ça garde son nom. le nom est resté. Voilà, D'accord. turgoule.
L'origine de ce dessert remonterait au XVIIIe siècle. En plein conflit franco-britannique, plusieurs navires anglais furent à l'époque capturés par des marins normands. À leur bord, des denrées provenant des colonies d'Amérique, dont le riz de Caroline et le sucre de Virginie. C'est délicieux. Le caramel est très très présent. C'est fondant. On sent surtout le vrai lait. Le vrai lait. Le goût du vrai lait. Alors, il existe des délicieux, recettes où on peut rajouter une pointe de beurre, mais comme moi, avec mes vaches, elles donnent un lait riche, avec le pâturage. Donc le lait est suffisamment tu n'as riche. pas besoin de rajouter quoi Je que ce rajoute soit. pas de beurre, non, c'est du lait entier, du vrai lait. Pas de doute, nous sommes bien en Normandie. À une vingtaine de kilomètres plus à l'ouest, nous allons maintenant nous intéresser à un patrimoine plus historique, avec le château de Piroux. C'est Virginie, responsable culturelle de la forteresse, qui va nous faire visiter l'un des plus anciens châteaux de la Manche encore debout. Bonjour Virginie. Bonjour Stéphanie. Ça va? Ça va et toi? Oui, merci de prendre le temps de nous accueillir pour nous faire visiter le château. Moi c'est avec plaisir. Ses fondations d'origine remontent au IXe siècle. À l'époque, il s'agit d'un fortin en bois destiné à protéger les locaux des invasions vikings. C'est seulement 300 ans plus tard qu'on construit ici un château en pierre. Profondément remanié au fil du temps, il a bénéficié d'une importante restauration entre 1968 et 1994. Sur la tête. On est à combien de mètres là? 12. Là tu es au point culminant de Piroux. C'est le point le plus haut. C'est d'ici que tu as une très belle vue sur la restauration, qui a été initiée par l'abbé Marcel de Légard, qui est originaire de Périers. Et il venait jouer ici quand il était enfant avec ses sœurs. Et du coup, en 1966, c'est lui qui a racheté le château avec sa famille. Il était vraiment bien en ruine. Et il a remonté toute la chemise du château, justement, avec des associations, des bénévoles au début. Dis-moi ce que c'est que la chemise. Alors, la chemise du château, c'est le rempart, en fait. Grâce à l'abbé Le Légard, les visiteurs peuvent aujourd'hui fouler les remparts de Piroux. Ils peuvent également admirer une œuvre originale dans l'une des dépendances du château. Une curiosité qui fait la réputation de l'édifice depuis près de 25 ans. Terrible, on dirait la tapisserie de Bayeux. Oh mais non, justement, c'est la tapisserie de Piroux. Alors mais c'est le point de Bayeux, effectivement. C'est une idée. Alors c'est encore une idée de l'abbé Le Légard. Il voulait relater l'épopée des Normands. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas l'histoire de la conquête de l'Angleterre par Guillaume, mais l'épopée des Normands du Cotentin vers l'Italie du Sud et la Sicile. Parce qu'on connaît tous Guillaume le Conquérant et on méconnaît cette histoire qui est extrêmement riche. Nous sommes au Xe et XIe siècle. Les petits seigneurs normands ont trop peu de terres à léguer à leur descendance. Ils mettent alors leurs armes au service de princes lombards et byzantins à la recherche de mercenaires. Au fil du temps, les conquérants normands vont acquérir des territoires pour leur propre compte en Italie. Mais ce travail est donc un travail de passionné, puisque c'est Thérèse Ozenne, qui était infirmière dans la vie, qui a travaillé pendant 16 ans, à raison de 3 cm par jour. 3 cm de tapisserie. Voilà, pour broder la tapisserie de Piroux. En s'inspirant du point de Bayeux. C'est pour ça que ça ressemble en tout point, d'un point de vue narratif et d'un point de vue graphique, avec le même humour que la tapisserie de Bayeux, la même expression des animaux, des humains, les broderies, les petits détails. La tapisserie de Piroux s'étale sur 58 mètres. Un ouvrage réellement impressionnant. À 30 km plus à l'est, à Rémilly-sur-Lauzon, il existe un endroit où l'on a également à cœur de travailler manuellement et tout aussi méticuleusement. Un atelier dirigé par Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Oui. Merci de m'accueillir dans ce lieu poétique, plein de petites merveilles secrètes. Voilà, c'est une vannerie. Une vannerie, mais pas n'importe laquelle. À Rémilly-sur-Lauzon, travailler l'osier est une tradition qui remonte à plus de 150 ans. Le village est situé dans une zone de marais et au plus fort de son activité,
la vannerie occupait 400 familles des environs. C'était ce qu'on appelait le plastique de l'époque. Et quand on parle de plastique de l'époque, ils fabriquaient aussi des seaux pour les pompiers. Des seaux d'eau en osier? Oui. Pour transporter de l'eau? Pour mettre de l'eau, oui. Héritier impliqué de l'entreprise familiale, Olivier tient à faire perdurer le précieux savoir-faire des vanniers de Rémilly-sur-Lauzon. Alors on peut fabriquer des tas de choses, hein. Ça peut aller du berceau jusqu'au cercueil. D'accord. Entre les deux, il y a des alternatives possibles? Le cheval qui est derrière, par exemple. Oui, oui, oui. Ou alors le panier à beurre, qui était un panier très emblématique de la région, puisque c'est un peu comme une thermos, quoi. Il est fabriqué en double paroi. Ça se sent, il est lourd, il est plus lourd que de l'osier. Il y avait un filet d'air entre les deux, et le beurre se conservait beaucoup mieux. Les fameux paniers de beurre de Rémilly-sur-Lauzon sont facilement reconnaissables. Ce sont les seuls dans toute l'Europe à être tressés traditionnellement dans le sens des aiguilles d'une montre. Au XVIe siècle, on avait des panetiers, on avait des corbeliers, on avait des faiseurs de sièges et on avait des vanniers. Celui qui faisait des paniers, c'est vraiment, il savait faire que ça. Celui qui faisait des corbeilles, il faisait que ça. Et par contre, le vannier, lui, il fabriquait donc avant tout des vents. Donc ce sont des grandes corbeilles qui servaient à vanner le grain. Après, on avait le vanneur qui se servait du Alors, vent. vanner le grain, c'est pour faire quoi? C'est pour le semer? Ah non, c'est pour secouer la corbeille, pour séparer le grain de blé de son enveloppe, qu'on appelle l'ivraie. Maintenant, c'est remplacé par les moissonneuses-batteuses. Mais à l'époque, les gens qui faisaient ça, les vanneurs, c'était un travail pénible. En fin de journée, ces gens-là, ils étaient vannés. L'expression être vanné, être épuisé, parce qu'on a vanné du grain toute la journée avec ça. Pas le moment pour nous d'être fatigués. Notre voyage continue à plus de 70 km de là, dans le Nord Cotentin. Pour nous accompagner, un enfant du pays qui sillonne la région suspendu à son paramoteur. Jérôme connaît chaque recoin de son territoire puisqu'il est photographe et capture ses clichés depuis le ciel, mais aussi depuis la terre ferme. Originaire de Barfleur, c'est tout naturellement qu'il tient à nous présenter son village. Notre visite commence chez son ami Pierre, hôtelier et mémoire de Barfleur. Salut Pierre! Bonjour Jérôme. Comment vas-tu? Ça va bien. En plein jardinage? En plein jardinage, oui. Ouais, t'as un vrai petit coin de paradis ici, là. Ah Ce oui, jardin, oui, il est oui. merveilleux. C'est vrai. Un truc qui est extraordinaire à Barfleur, quand même, qui étonne les gens, c'est qu'ici, on a des plantes comme des plantes tropicales. On a eu la chance au 19e d'avoir des collectionneurs de végétaux qui ont rapporté d'Australie ou d'ailleurs des plantes comme les cordylines, là que tu vois. Et il y avait même un petit jardin d'acclimatation à Cherbourg qui permettait aux collectionneurs d'acclimater les plantes. Et ça donne, oui, ce côté très sud. Ouais, ouais. Voilà. Un petit air de sud dans le Cotentin. Un petit air de sud dans le Cotentin, voilà. Autre particularité de Barfleur, également visible dans le jardin de Pierre et sur la plupart des maisons du village, les fêtages ornementaux qui habillent les toits. Donc c'est une vieille tradition du fait qu'on ait des potiers dans le Cotentin. Quand on a voulu un peu décorer les toitures, on a demandé aux potiers donc, de passer de l'utilitaire, on va dire, au décoratif. Et donc ils ont mis en céramique tous ces épis de fêtage. Mais c'est quand même quelque chose de très caractéristique à Barfleur, ça. Hein. Ce qui est surtout caractéristique à Barfleur, c'est que bon, il y a beaucoup de personnes qui jouent le jeu. Et donc, lorsqu'ils font restaurer une toiture, ou simplement même pour le plaisir, on en voit qui installent un bel épi de fêtage sur une toiture qui existait déjà. Ces fêtages contribuent incontestablement au charme des petites maisons que vous pouvez croiser en vous baladant sur le port. Car Barfleur, c'est avant tout le dernier grand port d'échouage de Normandie. Un havre pour les marins, depuis qu'un certain Rollon, l'un des plus célèbres chefs vikings, a posé ses bagages à Barfleur avec ses troupes. Dès lors qu'ils ont eu la possession effective de la Normandie, puisque Rollon est devenu duc de Normandie, ils se sont vraiment implantés dans ce territoire qui est devenu le leur, ils l'ont parfaitement administré, et rapidement il est devenu d'ailleurs un petit peu petit pour eux.
c'est Guillaume le Conquérant, l'un des successeurs de Rollon au duché de Normandie, qui un siècle plus tard va se lancer à la conquête de l'Angleterre et en devenir le roi. La légende raconte qu'il serait parti en bateau de Barfleur à l'assaut de ce nouveau territoire. Et Barfleur a parfaitement profité de cette situation, parce que pour rejoindre l'Angleterre, les ducs rois successifs, on pense à Henri Ier, à Henri II, avaient besoin d'avoir des ports sur le continent et des ports en Angleterre. Et Barfleur a profité de cette situation en étant très bien placé et s'est développé d'ailleurs de façon importante, puisqu'on parle sous l'époque d'Henri II d'un port qui pouvait avoir 8 à 10 000 habitants. Ça nous change par rapport à aujourd'hui où on a 650 habitants à peu près ici. Au fil des siècles, Barfleur a prospéré. Signe de cette bonne fortune, la charmante église Saint-Nicolas, un bâtiment remarquable qui semble veiller sur le port et sur les marins barfleurais. Il a fallu pas moins de 223 ans pour la construire. Elle possède en son sein un étonnant vitrail. Ce vitrail qui commémore à la fois la libération de Barfleur, mais également qui nous rappelle la mémoire de Julie Potel, ou Sainte Marie-Madeleine, une barfleuraise célèbre puisqu'elle est devenue sainte. Sous la Sainte, une inscription qui rappelle la libération de Barfleur par les Américains, qui s'est déroulée sans problème pour la population et pour le patrimoine. Et évidemment, les barfleurais les plus pieux se sont dit ça ne peut se produire que grâce à un miracle et grâce à la protection de Julie Potel, d'où le symbole exprimé par ce vitrail avec Julie qui plane au-dessus de Barfleur et qui le protège. Un peu plus loin sur le port, à la pointe nord de Barfleur, on trouve un bâtiment qui symbolise une autre forme de protection. Cette fois plus concrète. Il s'agit de la station de sauvetage en mer, ou plus exactement, la Société centrale de sauvetage des naufragés. Bah, tu vois là, ça c'est un endroit qui résonne dans mon cœur et puis qui doit résonner dans tout le cœur des barfleurais. Cette station de sauvetage et puis ce bateau, le Crété-Soé, c'est des souvenirs, c'est tout un tas d'émotions, c'est l'histoire. Moi je me souviens de ces moments lorsqu'on entendait la sirène dans le village. J'ai entendu quelques fois aussi, oui. Les gens qui accouraient au bout du quai pour voir ce bateau partir, attendre que les sauveteurs reviennent. Ça, c'est des moments vraiment forts. Sur les murs, les nombreux sauvetages effectués en près d'un siècle et demi d'assistance aux marins au large de Barfleur. Un hommage aux sauveteurs qui ont parfois mis leur propre vie en péril. Mais il y a aussi une petite fierté, c'est que Barfleur a eu une des premières stations. Alors on a l'habitude de dire, nous, la première station de sauvetage de France, voilà, qui s'est ouverte en 1865, au moment où la société de sauvetage au niveau national s'est créée. Ça nous remet dans une époque, là on est à la fin du 19e, donc avec des 3 mois qui naviguaient au large de Barfleur, qui passaient dans le Raz, qui passaient devant le phare de Gatteville. Le phare de Gatteville, situé aux portes de Barfleur, est le deuxième plus haut phare d'Europe. Le premier étant celui de l'île Vierge dans le Finistère. Pour la petite histoire, il possède 365 marches, donc autant que de jours dans l'année. 52 fenêtres, comme le nombre de semaines, et 12 niveaux, pour les mois. Laissons là le littoral de l'est du Cotentin pour nous diriger vers les terres de l'ouest. Un moment très attendu par Jérôme, puisqu'il va maintenant nous faire découvrir la maison du biscuit. Une institution qu'il connaît bien, située à Sortoville en Beaumont, dans un véritable décor de cinéma. C'est Kevin, biscuitier en chef, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Bonjour Kevin. Jérôme, ouais, enchanté. Bah écoute, ravi de te voir. Ça fait longtemps que j'entends parler de la biscuiterie. Et puis, écoute, je suis content de te rencontrer. Tu vas pouvoir me raconter un petit peu tout ça. Tu connais? Écoute, oui, je connais bien le lieu parce que moi, je viens régulièrement en famille, tu vois, manger les petits gâteaux et tout. Comment ça a commencé tout ça? Parce que c'est pas venu d'un jour. C'est une longue histoire parce que c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a créé l'entreprise en 1903. Ça fait 5 générations qu'on fait des petits gâteaux. Donc c'est toujours resté une entreprise familiale? Ouais, de père en fils. Voilà, mon père a repris l'affaire dans les années 60, 70. Et puis moi, dès que j'ai eu mon CAP de pâtissier, on m'a posé la question, on m'a mis là-dedans, on m'a dit tu feras les biscuits comme tout le monde.
C'est le grand-père de Kevin, pâtissier, on l'aura compris, qui a eu cette idée de faire des biscuits. En 1945, il est très difficile de trouver les matières premières pour réaliser des gâteaux. Qu'à cela ne tienne, on fera des biscuits, puisqu'ils nécessitent moins d'ingrédients. Et donc toujours avec ces recettes, comment ça se passe? T'as gardé les recettes du grand-père, vous avez un petit peu... C'était hyper important qu'on garde vraiment des recettes traditionnelles. Les doigts de dame, par exemple, c'est des petits gâteaux qu'a créé mon grand-père, les congolos, tout ça. C'est resté, ça restera toujours des gâteaux qui seront des leaders de la maison. Parce que tu as des petits gamins qu'on ont mangé dans les années 60, qui aujourd'hui ont 50, 60 ans, 70 ans, et qui viennent toujours à la biscuiterie chercher leur boîte de congolos, comme ils venaient chercher autrefois. Comme ceux de ses aïeuls, les biscuits de Kevin sont sans conservateur, sans colorant et fabriqués avec des matières premières issues du terroir local. Passons maintenant en cuisine pour goûter l'une de ses fameuses recettes, le palais normand. Le palais normand, c'est un petit gâteau moelleux, un petit peu comme le palais breton, sauf que lui, le palais breton, il est sec, hein, et le nôtre, il est légèrement moelleux. Le secret de ce moelleux, c'est le miel et le lait que Kevin va ajouter à son mélange de sucre et de beurre. Et là, j'ajoute les œufs. Ça, c'est les œufs du Cotentin. Il y a intérêt, ouais. On mélange le tout, sans trop insister. Donc là, tu vois, c'est suffisant, hein. Faut pas non plus aller chercher... Tu vas pas trop loin, Faut pas aller trop loin parce qu'après, le beurre, il se réchauffe et puis il va commencer à fondre. Donc... Après, c'est mort. Hein. Puis vient l'ingrédient incontournable dans toute bonne recette de biscuits. Donc là, on va pouvoir ajouter la farine. La seule chose, quand on fait des petits gâteaux, et les gens le savent pas assez souvent, quand on met la farine, il faut toujours la tamiser. Ah d'accord. Dans tous les gâteaux que tu fais, on tamise toujours la farine. Alors là, je vais avoir besoin de toi. Ah ouais, alors attention. Donc, cascade. moi, je vais te verser la farine, et puis toi, tu vas secouer légèrement pour qu'on la mette sur la feuille de papier. Allez, c'est parti, un beau travail d'équipe. Voilà, secoue légèrement. Tu vois, on a déjà des petits grains dans notre farine. Un geste ancestral que tu m'as transmis. T'es quasiment pâtissier. Tac, c'est terminé. Merveilleux. Et tu vois, ça valait le coup de la tamiser. Regarde le nombre de grains qu'on a à l'intérieur. Je commence à avoir faim, moi. Allez, vas-y, dépêche-toi. Montre-moi un peu la suite. La suite est très simple. Il suffit de faire une pâte que l'on va étaler au rouleau. Puis, de créer des petits palets à l'aide d'un emporte-pièce. Un jeu d'enfant. Enfin, presque. Tu veux essayer? Ah bah écoute, regarde ça. Tac, donc je le prends et... Ah bah voilà, c'est raté. Reste à mettre au four 15 minutes à 210 degrés. Montre-moi ça. Encore chaud. On démoule. Prends-en un bien dodu. Hein. Ouais. Et on déguste légèrement chaud. C'est encore meilleur. Tu vois là, je sens bien la différence. Ce que tu m'as dit, le côté un petit peu dur à l'extérieur, mais très très moelleux à l'intérieur. Là, on le sent bien, c'est super. Ouais, bravo Kevin, franchement. Cette pause gourmande tombe à pic, car Jérôme va avoir besoin de quelques réserves pour entamer sa prochaine étape. Il nous emmène maintenant à l'extrême nord-ouest de la Manche, au nez de Jaubourg, sur la presqu'île naturelle de la Hague. Un endroit très sauvage, où il a rendez-vous avec Yves et Jackie. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, Jackie? Oui, Yves, voilà, Jérôme. Enchanté. Merci de me recevoir. Voilà, on va voir de belles choses. Hein. Merci de m'accompagner à la découverte de ce territoire. Enfin, je connais très bien Vue d'en haut, parce que je vole souvent ici pour photographier. Et par contre, je suis jamais descendu dans les grottes à pied. Alors pour moi, c'est vraiment la grande découverte aujourd'hui. Yves et Jackie proposent des randonnées à la découverte des grottes de Jaubourg, un lieu inaccessible sans un guide chevronné. Il faut d'abord descendre un chemin escarpé, emprunter des sentiers interdits au grand public, puis escalader des rochers parfois glissants sur un long parcours, en faisant bien attention à la marée qui peut piéger les plus étourdis. Après une petite heure de marche sportive, on aperçoit les premières failles dans la roche. Notre équipe arrive alors enfin à destination, dans l'une des plus grandes grottes du coin, une grotte qui a sa petite histoire.
Et dis-moi Yves, ici c'est un vrai repère pour les contrebandiers? Ah oui, alors là, on est dans la grotte du Lion. Voilà. Alors, c'est une grotte qui n'est pas noyée à chaque marée, elle reste sèche. Ça permet à nos contrebandiers autrefois d'aller y stocker leurs marchandises de contrebande et de vérifier pendant ce temps-là que la voie est libre et non encombrée de douaniers sur le chemin des douaniers où ils circulent jour et nuit, ces braves douaniers. Sous Louis XIV, c'était surtout des tissus, des velours, des taffetas. Alors, ça a duré très longtemps, la contrebande, quand on sait que la dernière caserne de douaniers a seulement été supprimée en 1955. Donc, depuis Louis XIV jusqu'à cette époque, on peut voir le nombre de générations qui ont pu fonctionner avec la contrebande. Ça a un peu marqué le caractère du pays, parce que si vous avez l'occasion de rencontrer vraiment les gens vraiment originaires de La Hague, on les constate fort peu bavards, taiseux, comme on dit, une vieille habitude de contrebandier. C'est ça. Tout au fond de cette grotte du Lion, on trouve une brèche difficile d'accès. Ah ouais, ça devient quand même de plus en plus petit. Ah oui, là, c'est un peu à genoux. Ensuite, on peut se mettre debout. Hein. Voilà, ça va être plus confortable. Ok. Yves et Jackie tiennent à faire à Jérôme une petite surprise. J'arrive. Mais dis donc, il est là ton trésor? Ah oui, un vrai trésor, voilà. Oh en fait, voilà, c'est pas la caserne d'Ali Baba, on dirait de l'or. En fait, c'est de lichen, perlé de gouttelettes d'eau qui scintillent. C'est juste incroyable. Et donc, on dit maintenant que c'est un marqueur de non-pollution. Ouais, la nature a bien travaillé. Remontons à la surface pour poursuivre notre visite sur les traces d'une page d'histoire forcément associée à la Normandie. Partons maintenant à Saint-Marcouf, à la découverte d'un des hauts lieux de la Seconde Guerre mondiale. Un site méconnu du grand public, mais intimement lié au débarquement. Marie, guide à la batterie de Crisbeck, va nous expliquer pourquoi. Bonjour Marie. Bonjour Jérôme. Ça va bien? Très bien. Merci de me recevoir ici. Bienvenue tout simplement à la batterie de Crisbeck. Écoute, c'est super. Je suis un peu impressionné là par cet engin. Qu'est-ce que c'est? Raconte-moi un petit peu. Oui, alors on est devant en fait un canon Skoda de 210 mm, donc très puissant. Un canon très puissant et pas n'importe lequel. On se trouve sur un lieu unique, vu que c'est d'ici qu'a eu lieu le premier coup de canon à l'aube du 6 juin 1944. Les Allemands ont vu la flotte alliée arriver, donc juste à l'horizon ici. Et donc ils ont donné donc l'alerte à Cherbourg et Cherbourg leur a donné l'ordre d'ouvrir le feu sur la flotte alliée qui débarquait donc au matin du 6 juin 1944. D'accord, donc juste là, vers la mer, dans cette direction. Voilà, c'est ça. Il est 5h52 du matin ce 6 juin 1944 et la batterie de Crisbeck est donc la première à réagir. Les Alliés se doutaient bien que le site constituait un sérieux danger pour le débarquement. C'est pourquoi il n'a cessé d'être bombardé dès 1943. La veille du débarquement, il est même l'objet d'un pilonnage massif. Ce sont près de 600 tonnes de bombes qui tombent ici en une seule nuit, facilitant l'intervention des troupes alliées et la libération. Donc on a le débarquement et puis pendant des années ce site reste à l'oubli et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'était un site qui est volontairement resté dans l'oubli parce que c'était le côté sombre, c'était le côté allemand. Donc volontairement, les Français ont laissé un petit peu le site dans la boue. Et donc la végétation a petit à petit repris sa place. Et donc ce n'est qu'en 2004 qu'une équipe de passionnés a réaménagé le site, donc a sorti les blocos de la boue, etc. et l'a rendu donc accessible aux visiteurs. D'accord, donc on a creusé sur le site. Oui, tout à fait. Retrouver voilà, tous les bâtiments. Tous les blocos ont été déblayés et donc on a retracé les tranchées qui reliaient justement ces abris aux encuvements. Le littoral normand fourmille de lieux de mémoire comme la batterie de Crisbeck. Mais il a bien d'autres attraits. Descendons maintenant quelques latitudes pour nous aventurer dans le sud de la Manche. Un territoire que Virginie connaît par cœur. Artiste locale, en chant et en théâtre, animatrice d'une ferme pédagogique proposant des recettes du terroir, cette Normande d'adoption est hyperactive. À ses heures perdues, elle aime se ressourcer sur les falaises de son fief, aux alentours de Granville.
C'est d'ailleurs dans cette ville que nous allons poursuivre notre balade. Virginie a rendez-vous sur le port avec Cyril, chef cuisinier, qui va nous faire découvrir un produit noble, une spécialité du coin qui vaut vraiment le détour. Salut Cyril. Oh, bonjour Virginie, comment vas-tu? Eh ben pas trop mal. Ah bah écoute. Est-ce que tu as vu Pascal déjà? Non, il n'est pas encore rentré. Il n'est pas arrivé? Il va pas tarder, mais je pense qu'il a passé une nuit en mer assez agitée quand même. On va avoir de l'or bleu. Ouais. Il n'y a pas de souci, il y en a. L'or bleu que leur livre Pascal, le copain pêcheur de Cyril, c'est le homard, et pas n'importe lequel. C'est super beau ça. Hein. Bon, y a le homard canadien, le homard breton, mais il y a aussi et surtout le homard de Chauzet, voilà, qui est d'une super qualité, qui est reconnue énormément. Il a une chair qui est vraiment très savoureuse, très ferme, très goûtue, quoi. Pour s'en assurer, Cyril nous invite dans son restaurant situé sur le port de Granville. Première étape, en cuisine, vérifier que son homard est bien frais. Le homard que Pascal nous a apporté tout à l'heure, donc c'est un homard qui n'a pas du tout fait de vivier. On peut le constater par la longueur des antennes. Les homards, quand ils sont en vivier, ils se mangent les antennes entre eux. D'accord. Hein, oui, donc, ça, bah oui, comme ils sont plus alimentés, voilà, ils peuvent plus manger. Donc voilà, il faut bien qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Si vous avez encore un doute, Cyril a une autre astuce. Et il y a aussi cette qualité-là, moi je fais toujours attention à ça, c'est à ce niveau-là. Oh là, voilà. Oui, bien vigoureux. Voilà. Hein. Ah, bien vigoureux, voilà. C'est là, ici, au niveau des ouïes, là j'appuie souvent, là. Et là, on donne une impulsion, là. Ouais, là, et là, il est tonique. Il va y avoir une chair bien ferme, il y a une qualité de produit, là, qui est optimale. Le homard de Cyril est bien frais. Place à la recette du chef, toute simple, pour conserver le goût authentique du crustacé. Une bonne sauce au beurre blanc, avec une échalote, un peu de poivre concassé, du vin blanc, du thym, puis on réduit le tout et on ajoute la petite touche normande. On va incorporer donc cette crème double du marché. D'accord, de la crème crue? Crue, oui, d'ici, de chez nous. C'est vraiment ce côté que je recherche aussi de gourmand avec cette crème double et qui donne une onctuosité à la sauce. Puis vient le beurre, de Normandie bien sûr. Ça sent super bon. Franchement, ça fait envie. Hein. Ah oui, ça sent bon, il y a les odeurs. Hein. Ouais. Ils les ont pas forcément derrière l'écran, mais nous on les a. Hein. L'image suffirait presque à nous mettre en appétit. Reste à cuire le homard coupé en deux. Au four pendant 15 minutes maximum. Il ne reste alors qu'une étape. Oh là là, c'est beau, ça fait envie. Hein. Franchement, t'as bien travaillé. Nappé avec la sauce gourmande au beurre blanc. Moi, je commence toujours par ça. Esquis. Délicieux. Comment te dire? Si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. On a toujours ce côté iodé, on a ce côté gourmand du beurre. Comptez 15 € pour un homard de Chauzet dans les poissonneries de Granville. Un petit plaisir pas si inabordable que cela. À 30 km dans les terres, notre visite de la Manche nous fait passer du goût à l'ouïe. À Villedieu-les-Poêles, Virginie a rendez-vous à la fonderie de cloches du village. Une institution que dirige Paul. Bienvenue à la fonderie de cloches Cornille-Avare. Comment vas-tu par cette belle journée? Eh bien, on profite du soleil. Ouais. Et alors, on est ici à Villedieu-les-Poêles. Oui. Pourquoi une fonderie de cloches spécifiquement ici? Alors la tradition de fabriquer des cloches à Villedieu, ça remonte au Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est au XIe siècle, Henri Ier Beauclerc, qui est roi d'Angleterre, duc de Normandie, qui donne l'autorisation aux chevaliers de Saint-Jean de retour des croisades de créer une ville exonérée de taxes royales, ce qui permet le développement de l'artisanat, la dinanderie, donc le travail du métal en feuilles, mais également la fonderie et un petit peu plus tard la fonderie de cloches. Les cloches de Villedieu-les-Poêles sont très prisées. En 2012, Notre-Dame de Paris en a commandé 9 à la fonderie de Paul.
À l'intérieur, dans les ateliers, on a tenté de recréer l'atmosphère qu'il pouvait y avoir ici au XIXe siècle. On peut aussi y observer les différents corps de métier qui travaillaient aux nombreuses étapes de la fabrication d'une cloche. Alors maintenant, on va aller voir une très grosse cloche qu'on a en cours de fabrication pour l'église Sainte-Anne de Turckheim, dans le Haut-Rhin. Effectivement, elle est vraiment grosse, celle-là. Ouais. Et là, Élise est en train de poser toutes les inscriptions, une, à la main. Elles sont faites en cire. Elles seront ensuite recouvertes d'argile. Et on va les faire fondre pour qu'elles laissent leur empreinte, pour qu'elles se soient remplacées ensuite par du bronze. C'est ce qu'on appelle la cire perdue. Ok. C'est une technique qui remonte aux Égyptiens, qui est beaucoup utilisée en fonderie d'art. Pour se rendre compte de la précision des artisans qui œuvrent dans ces ateliers, Paul propose à Virginie de se pencher sur une des cloches que ses équipes viennent d'achever. Ah, elle est vraiment belle, cette cloche. Merci. Elle est vraiment belle. Et elle part où? Alors cette cloche, elle part en Ariège et elle sonne un Fa4 à moins 47 centièmes au diapason 440. Ah oui, c'est hyper précis. C'est hyper précis, hyper technique. On s'est calé sur les autres cloches du clocher pour que cette cloche sonne parfaitement juste avec les autres. Mais alors, comment tu fais pour déterminer le son? C'est à la conception, à la fabrication? Alors c'est d'abord à la conception, c'est-à-dire que le son d'une cloche, il dépend de la taille. C'est-à-dire plus la cloche est grosse, plus elle sonnera grave. Et il dépend également du rapport entre l'épaisseur et le diamètre. C'est-à-dire qu'à taille constante, plus la cloche sera épaisse, plus elle sonnera aiguë. Je te propose de la sonner pour te rendre compte par toi-même. Et là, tu vas la sonner juste sur la bosse qui est ici. On sent les vibrations. Hein. Exactement. Ouais. Cette cloche qui résonne dans le ciel de Normandie nous amène tout droit vers l'abbaye la plus connue de la Manche. L'un des sites les plus célèbres de France. Une merveille connue à travers le monde entier. Le Mont Saint-Michel. C'est Amélie, guide conférencière sur le mont, qui va nous accompagner à la découverte du village de ce monument national. Bonjour Amélie. Bonjour Virginie. Bienvenue au Mont Saint-Michel. Merci. On y va? Allez, c'est parti, je te suis. À l'origine, il y a le sanctuaire millénaire, perché tout en haut du Mont Saint-Michel. Une collégiale, puis une abbaye bénédictine au Xe siècle, qui va attirer des foules de pèlerins dès le début de son histoire. On assiste alors très vite à la naissance d'un petit village sur le mont. Donc Virginie, on arrive là à mi-chemin entre l'église du village et l'abbaye qui est tout en haut. Et on est donc dans l'embryon du village médiéval, la toute première installation d'une population au Mont-Saint-Michel. Ils viennent parce qu'il y a un pèlerinage et que les pèlerins sont des clients. Donc il y a la possibilité ici d'avoir une activité économique et c'est ce qui va faire une première installation en marge du sanctuaire. On a une communauté de marchands, mais également une communauté de pêcheurs. On les appelle les pieds rouges. À force de marcher pieds nus sur les eaux froides et salées de la baie, ils en ont les pieds presque brûlés. Et c'était une vie difficile. On est quand même sur une île et ça a laissé une empreinte très forte dans le village. Témoins de l'histoire, les petites maisons de pêcheurs situées au pied du mont. Au fil du temps, c'est tout de même le commerce qui prend le pas sur les autres activités, faisant des Montois une population prospère durant tout le Moyen-Âge. Alors, il y a un arrêt quand même, c'est de la Révolution française. En 1793, l'abbaye devient une prison et elle le restera jusqu'en 1863. Donc 70 ans, 14 000 prisonniers, ça a changé le village. En cette fin de 19e siècle, le mont entame alors une nouvelle vie. Avec la fermeture de la prison, le tourisme commence. Tourisme plutôt huppé au départ, qui correspond à l'aristocratie, la bonne bourgeoisie qui vient découvrir le Mont Saint-Michel. C'est les gens qui vont sur les côtes de Normandie, de Bretagne, pour prendre des bains de mer, c'est le balnéaire. Mais en parallèle, on vient visiter le Mont Saint-Michel. Aujourd'hui, ce petit rocher normand est l'un des sites les plus fréquentés de France par les touristes venus du monde entier. Un tiers des visiteurs aura le courage d'effectuer l'ascension jusqu'au sommet de l'île,
afin d'y admirer les différents bâtiments qui constituent l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Pour visiter ce sanctuaire, Virginie a eu le privilège d'être accompagnée par Xavier Bailly, administrateur du lieu. Bonjour Virginie. Bonjour Xavier. Bienvenue à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Merci. Monsieur l'administrateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Heureux de vous accueillir, parce que c'est notre mission ici à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, dans ce magnifique belvédère sur la baie. Point de départ du parcours des visiteurs, à la lisière de l'abbaye, ce belvédère et son panorama plongent directement les visiteurs dans un décor à couper le souffle. Ouais, alors moi j'avoue, j'ai le cœur qui bat assez fort aujourd'hui. D'abord parce qu'ici, il y a beaucoup d'émotions. Et puis parce que aussi j'ai gravi 4 à 4 les nombreuses marches pour arriver sur cette terrasse qui offre un point de vue vraiment incroyable. Alors totalement privilégié sur la baie du Mont-Saint-Michel, c'est vraiment la fierté des équipes qui, tous les jours aussi, pour le Centre des Monuments Nationaux, montent et descendent les marches d'un monument exigeant. Oui, j'imagine. Vous devez avoir des jambes solides. L'abbaye se divise en 2 parties. L'abbatiale, avec à l'intérieur son chœur gothique majestueux. C'est le bâtiment situé tout en haut du rocher, surmonté par la statue de l'archange Saint-Michel. Et du côté nord du mont, la Merveille, un édifice composé de plusieurs niveaux superposés et dominé par un cloître. Pour comprendre les origines de la fondation d'un sanctuaire au Mont-Saint-Michel, il faut remonter au 8e siècle. Il faut aussi se plonger dans les entrailles de l'abbaye qui nous raconte l'histoire d'Aubert, prélat normand, par qui tout a commencé. Alors ça y est, nous sommes à Notre-Dame-sous-Terre. Nous sommes ici au cœur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, aux origines de cette histoire. D'une histoire qui commence d'ailleurs avec un rocher dans la nuit des temps. Ici, c'est difficile à imaginer, mais le rocher est probablement là derrière. Ce fameux rocher autour duquel on tourne sans le voir vraiment. Un rocher implanté dans la baie et qui ne s'appelle pas encore le Mont Saint-Michel. Il s'appelle le Mont Tombe. D'accord. Mais il devient un jour le Mont Saint-Michel et il le devient grâce à un événement. C'est la visite que Saint-Michel rend à Aubert, évêque d'Avranches. Une visite qui va en 3 étapes successives aboutir à la révélation. Et donc à cette réalisation par Aubert d'un sanctuaire que l'on situe ici, sanctuaire qui va devenir le point de départ de tout, de cette abbaye bénédictine fondée en 966 par la suite, et qui va devenir, 1300 ans plus tard, le Mont Saint-Michel que l'on connaît. Donc on est vraiment au cœur de l'histoire. Partir à la découverte du Mont Saint-Michel, c'est se plonger dans l'histoire et la légende du lieu. C'est aussi s'intéresser aux alentours. Car le Mont Saint-Michel, ce n'est pas qu'une île, c'est aussi une baie. Une vaste étendue de sable où nous emmène maintenant Julien. Guide nature, il sillonne presque quotidiennement ces 500 km² et en connaît chaque recoin, y compris les secteurs les plus dangereux. Alors là, tu vas me montrer là, on est sur des zones qui sont rigolotes, là. Hein, ouais. Là, tu sens déjà sous tes pieds ou pas? Ouais, oui, ah tiens, il y a quelque chose. Ouais, là, si tu t'arrêtes dans le coin, alors tu arrives dessus et puis ça paraît super stable. Ouais. Tu fais un jeu? Tu danses un peu toi en plus? Oui. Regarde, on fait une danse, mais une danse qui est ni bretonne ni normande, c'est une danse de la baie. Ouais, c'est un peu la ça. danse de la baie. Si tu piétines sur place un petit peu trop, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Tu perces un peu la couche, et puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'enfoncer. Bon, moi ça me plaît bien parce que pour une fois, tu es plus petit que moi. Ouais. Je suis plus petit, mais par contre, je te parlais de danse, tu vois, je peux ressembler à Michael Jackson. D'accord. Je peux faire le moonwalk, tu vois. Ça, c'est pas mal. Vers l'avant, ça marche bien, et vers l'arrière aussi. Voilà. Si Julien en rigole, c'est qu'il sait parfaitement comment se dégager de cette situation. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quand même bouger dans le sable mouvant, dans un premier temps, et après répartir son poids avec un maximum de surface sur la zone. Alors, tu vois, moi, je m'embête pas. Je fais comme si je nageais. D'accord. Sur une jambe, je tremble légèrement, je fais des petits ronds s'il faut là pour le sortir un peu la cheville. Ouais. Là, je suis en appui sur la jambe gauche. D'accord. Et là, cette jambe-là, du coup, je la mets en appui, comme une raquette. Ah ouais. Et du coup, je vais y aller tranquillement, mais sûrement. Toi, cette jambe-là, du coup, elle est un peu prise et je vais ouvrir un peu d'angle. Donc, je me mets vers l'avant. D'accord. Et puis, je vais trembler tranquillement. Moi, je prends appui sur la cuisse. Ouais, puis ça fait jambe de force en plus. Voilà, exactement. Et puis, tu vois, je vais sortir. Là, je me reprends à 2 fois, il y a un peu de poids.
D'accord. Et voilà. Je suis sauvé. Bon, bah... À ton tour. Impressionnante démonstration. Même armé de ce précieux enseignement, il est fortement déconseillé de se promener sans guide dans la baie. Car le site, derrière sa beauté naturelle, cache bien des dangers. Le plus connu et le plus redoutable d'entre eux est certainement le mascaret. Ce phénomène de marée montante, ultra rapide, qui en a déjà piégé plus d'un. Julien, lui, sait exactement où se placer pour l'observer au plus près et en toute tranquillité. Là, c'est impressionnant. Hein, en fait, tu peux le voir d'en haut du Mont Saint-Michel. Ce qui est génial, c'est de le voir quand tu es ici. Elle est chaude, l'eau. Ah bah, au début, elle est chaude. Ouais. Parce qu'elle va récupérer un petit peu de Et on chaleur. sent la puissance du courant, là. Hein. Ah bah ouais. Bah, là, on sent, il y a de la force. Hein. Et en fait, ce qui est dangereux, c'est pas cette barre d'écume qui arrive, et plutôt ce qui la pousse. Ce qui la génère, c'est le flot de la marée qui vient couvrir la zone qui était découverte. Et avec un phénomène vraiment d'entonnoir et de mini-entonnoir à l'intérieur de l'entonnoir. Là, je sens des choses là autour de mes pieds. C'est quoi? C'est un peu l'eau de la mer qui nous ramène toute la vie maritime. Donc tu vas avoir des crevettes qui montent, donc ça picote un petit peu derrière les talons. Ouais. Tu peux avoir des petites soles, des solettes, et tu as aussi des mulets. Il est temps de céder la baie à l'océan et de laisser le Mont Saint-Michel se faire envelopper par cette inexorable marée. Notre voyage dans la Manche s'achève ainsi, entre ciel et mer, aux portes d'un paradis normand qui vous tend les bras.